Tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu essaies de te concentrer sur ta respiration. Et là, c'est le chaos, les pensées déboulent. Ce que tu dois faire demain, ce que tu aurais dû dire hier, cette conversation embarrassante d'il y a 3 ans. La liste de courses, un souvenir d'enfance, une chanson qui tourne en boucle. Tu essaies de les chasser, elles reviennent plus fortes. Tu essaies de te reconcentrer. Ton dos commence à faire mal, ton nez te démange. Tu te demandes combien de temps il reste. Tu ouvres les yeux. 5 minutes sont passées. Ça t'a semblé une éternité. Tu te lèves avec un sentiment d'échec. Encore une fois, tu n'as pas réussi à méditer. Et tu te dis ce que des millions de gens se disent. Je ne suis pas fait pour ça. Mon esprit est trop agité. Je n'y arrive pas. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Si c'est ton expérience de la méditation, tu n'as pas échoué. Tu as simplement été mal informé sur ce qu'est vraiment la méditation. Parce que ce qu'on t'a vendu, ces images de moines en paix absolue, cet esprit parfaitement vide, ce calme instantané, c'est un mythe. Un mythe qui fait plus de mal que de bien. La vraie méditation est autre chose. Et quand tu comprends ce qu'elle est vraiment, tout change. Dans cette enquête, on va déconstruire les mensonges sur la méditation et reconstruire une pratique qui fonctionne vraiment pour toi, avec ton esprit agité, avec ta vie chaotique, avec tout ce qui fait que tu penses ne pas être fait pour ça. Première piste, les mythes qui t'empêchent de pratiquer, ce qu'on t'a raconté et pourquoi c'est faux. Deuxième piste, ce qu'est vraiment la méditation, une définition qui change tout. Troisième piste, comment pratiquer de manière réaliste, des approches concrètes pour ton quotidien. Je te préviens, cette enquête va probablement démolir des idées que tu croyais vraies. Mais c'est en les démolissant qu'on peut enfin commencer. La méditation est partout aujourd'hui, dans les applications, dans les magazines, dans les entreprises, dans les cabinets de thérapeutes, dans les recommandations de santé. On te dit que ça réduit le stress, améliore la concentration, baisse la tension artérielle, renforce le système immunitaire, augmente le bonheur. La science confirme beaucoup de ces bénéfices. Des milliers d'études ont été publiées. Alors pourquoi tant de gens n'arrivent pas à pratiquer ? Pourquoi des millions de personnes téléchargent des applications de méditation et arrêtent après quelques jours ? Pourquoi cette pratique simple est-elle si difficile à maintenir ? J'ai reçu beaucoup de témoignages sur ce sujet. J'ai essayé des dizaines de fois. Je me sens nul à chaque fois. Mon esprit ne veut pas se calmer. Dès que je ferme les yeux, l'anxiété monte. Je me sens pire après qu'avant. Je m'endors systématiquement. Ou je m'ennuie tellement que je compte les secondes. Ces expériences sont presque universelles et elles ne signifient pas que la méditation ne fonctionne pas ou que tu n'es pas fait pour ça. Elles signifient que l'image qu'on t'a donnée de la méditation est fausse. Et c'est cette image qu'on va déconstruire ensemble. Premier indice, les mensonges qu'on t'a racontés sur la méditation. Mythe numéro 1. L'esprit doit être vide. C'est le plus grand mensonge et le plus destructeur. L'idée que méditer signifie avoir un esprit sans pensée. Voici la vérité. Ton esprit produit des pensées. C'est ce qu'il fait. C'est son travail. Tu ne peux pas plus arrêter tes pensées que tu ne peux arrêter ton cœur de battre. Demander à ton esprit de ne pas penser, c'est comme demander à tes poumons de ne pas respirer. Les méditants expérimentés, même après des années de pratique, ont des pensées pendant la méditation. La différence, c'est leur relation aux pensées, pas l'absence de pensée. Méditer, ce n'est pas avoir un esprit vide. C'est observer ce qui se passe dans l'esprit sans se perdre dedans. Mythe numéro 2. Il faut rester parfaitement immobile. Cette image du lotus parfait, du corps statique comme une statue, elle fait fuir beaucoup de gens. La vérité, c'est que le corps bouge, il a besoin de s'ajuster. Il a des démangeaisons, des tensions, des inconforts. Tu peux méditer en bougeant légèrement. Tu peux méditer en marchant. Tu peux méditer allongé si tu ne t'endors pas. La posture est au service de la pratique, pas l'inverse. Si ton corps souffre pendant la méditation, tu ne médites pas. Tu endures. Mythe numéro 3. C'est forcément agréable. On te montre des gens souriants, paisibles, baignés de lumière. La réalité est différente. Méditer, c'est rencontrer ce qui est là. Et parfois, ce qui est là n'est pas agréable. De l'anxiété, de la tristesse,
de la colère, de l'ennui, de l'agitation. Ces expériences ne signifient pas que tu échoues. Elles signifient que tu pratiques. La méditation n'est pas une fuite vers le bien-être. C'est une confrontation avec la réalité de ton expérience, quelle qu'elle soit. Mythe numéro 4. Les résultats sont immédiats. Tu médites une fois et tu t'attends à être transformé. Mais la méditation est comme le sport. Tu ne fais pas une pompe et tu t'attends à avoir des muscles. Les effets sont cumulatifs. Ils se construisent avec le temps, avec la régularité. Certains jours tu sentiras des bénéfices, d'autres jours non. C'est normal. La pratique régulière, même imparfaite, est infiniment plus puissante qu'une pratique parfaite occasionnelle. Mythe numéro 5. Il y a une bonne façon de faire. Tu crois qu'il existe une méthode parfaite, et que si tu ne l'as pas trouvée, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il existe des dizaines, des centaines de formes de méditation, des approches radicalement différentes. Certaines se concentrent sur la respiration, d'autres sur des mantras, d'autres sur des visualisations, d'autres sur les sensations corporelles, d'autres sur la compassion, d'autres sur le vide, d'autres sur l'observation des pensées. Il n'y a pas une bonne méthode. Il y a la méthode qui fonctionne pour toi, à ce moment de ta vie. Mythe numéro 6. Tu dois méditer longtemps. Tu penses qu'il faut au moins 30 minutes, 1 heure pour que ça compte. 3 minutes de présence réelle valent mieux qu'1 heure d'agitation déguisée en méditation. Commence petit, vraiment petit. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, maximum. Le but est de créer l'habitude, pas l'exploit. Deuxième indice, ce qu'est vraiment la méditation. Oublie les images, oublie les clichés. Voici l'essence. La méditation, c'est l'entraînement de l'attention. C'est tout. Tu choisis un objet d'attention. Ta respiration, une sensation, un son, peu importe. Ton esprit s'en éloigne. C'est garanti. Ça va arriver. Tu remarques que ton esprit s'est éloigné. Tu ramènes doucement ton attention à l'objet choisi. Ton esprit repart. Tu remarques. Tu reviens. Encore et encore. Ce cycle, s'éloigner et revenir, ce n'est pas un échec. C'est littéralement l'exercice. C'est comme faire des biceps curls pour les muscles de l'attention. Chaque fois que tu remarques que tu t'es éloigné et que tu reviens, tu renforces quelque chose. La capacité à te désidentifier de tes pensées, à ne pas te laisser emporter automatiquement. Ce muscle que tu développes, il te sert partout dans la vie. Quand tu es en colère et que tu peux remarquer la colère au lieu de te perdre dedans. Quand tu es anxieux et que tu peux observer l'anxiété au lieu de fusionner avec elle. Quand tu es happé par une spirale de pensées négatives et que tu peux revenir au présent. La méditation formelle, assis les yeux fermés, n'est que l'entraînement. La vraie pratique, c'est la vie quotidienne. Il y a autre chose, d'important. La méditation développe ce qu'on appelle la conscience témoin. Cette partie de toi qui observe. Tu as des pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Tu as des émotions, mais tu n'es pas tes émotions. Tu as des sensations, mais tu n'es pas tes sensations. Il y a quelque chose en toi qui observe tout ça. Quelque chose de stable, de présent, qui ne change pas même quand le contenu de l'expérience change. La méditation te met en contact avec cette partie de toi. Et ce contact change progressivement ta relation à tout le reste. Les pensées deviennent moins menaçantes quand tu les vois comme des événements mentaux plutôt que comme la réalité. Les émotions deviennent moins accablantes quand tu les observes plutôt que de te noyer dedans. L'agitation devient moins problématique quand tu as un point de stabilité depuis lequel l'observer. C'est ça, le vrai cadeau de la méditation. Pas la relaxation, pas le calme. La liberté. Troisième indice. Comment pratiquer de manière réaliste ? Voici des approches concrètes qui fonctionnent pour les esprits agités et les vies chaotiques. Première approche, la micro-méditation. Oublie les longues sessions. Commence par des moments minuscules. 1 minute, c'est tout. 1 minute de présence à ta respiration, avant de te lever, avant de manger, avant de dormir. 60 secondes. Ton esprit va s'échapper plusieurs fois. Tu le ramènes, c'est fait. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle est impossible à refuser. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps pour 1 minute. Et ces minutes s'accumulent.
elle crée l'habitude. Elle te prouve que tu peux le faire. Deuxième approche, la méditation ancrée. Utilise des déclencheurs existants dans ta journée. Chaque fois que tu attends le métro, tu prends 3 respirations conscientes. Chaque fois que tu te laves les mains, tu sens vraiment l'eau sur ta peau. Chaque fois que tu bois ton café, tu savoures les premières gorgées en pleine présence. Tu ancres la pratique à des habitudes existantes. Pas besoin de trouver du temps supplémentaire. Troisième approche, la méditation en mouvement. Ton corps ne veut pas rester immobile, alors bouge. La marche méditative. Tu marches lentement en sentant chaque pas, le contact du pied avec le sol, le transfert de poids. Le rythme, tu peux le faire n'importe où, dans ta maison, dans un parc, sur le chemin du travail. Le yoga est aussi une forme de méditation en mouvement. Le tai chi, le qigong. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus accessible que de rester assis. Quatrième approche, la méditation guidée. Tu n'es pas obligé de faire ça seul. Une voix qui guide peut aider énormément. Elle te donne quelque chose à suivre. Elle te ramène quand tu t'égares. Il y a des applications, des vidéos, des podcasts, des ressources infinies. Ce n'est pas de la triche. C'est une aide. Et avec le temps, tu pourras te passer de guide si tu le souhaites. Cinquième approche, la méditation sensorielle. Au lieu de la respiration, choisis un ancrage sensoriel, les sons. Écoute tous les sons autour de toi, proches, lointains, sans les juger, les analyser, les nommer. Juste écouter. Le corps. Scanne les sensations dans ton corps, zone par zone, sans rien changer. Juste sentir un objet. Regarde quelque chose attentivement. Une flamme, une fleur, un point sur le mur. Observe sans penser. Ces ancrages sont parfois plus faciles que la respiration pour les débutants. Sixième approche, la méditation par la curiosité. Transforme l'agitation en objet de méditation. Au lieu de lutter contre les pensées, deviens curieux. Observe-les comme si tu regardais un film. Tiens, une pensée sur le travail ? Intéressant. Et maintenant, une pensée sur le passé. Et maintenant, une inquiétude. Fascinant, comme l'esprit saute. Cette attitude de curiosité change tout. Tu n'es plus en guerre contre ton esprit. Tu l'observes avec intérêt. Je veux aborder les difficultés les plus fréquentes. Je m'endors. C'est le signe que tu es fatigué. Ton corps profite de ce moment de calme pour récupérer. Solution possible. Méditer le matin plutôt que le soir. Méditer les yeux ouverts avec un regard doux. Méditer assis plutôt qu'allongé. Faire quelques étirements avant. Mais si tu t'endors quand même, peut-être que tu avais surtout besoin de dormir. Mon anxiété augmente. Pour certaines personnes, le silence et l'immobilité font monter l'anxiété. Sans les distractions habituelles, l'anxiété prend toute la place. Solution possible. Commencez par des méditations très courtes. Gardez les yeux ouverts. Utilisez des méditations guidées avec une voix apaisante. Essayez la méditation en mouvement. Et si l'anxiété est trop forte, peut-être que la méditation classique n'est pas le bon outil pour toi en ce moment. Un thérapeute pourrait aider à d'abord stabiliser le système nerveux. Des émotions difficiles émergent. La méditation peut faire remonter des choses enfouies, de la tristesse, de la colère, des souvenirs. C'est normal, et c'est parfois le début d'une guérison. Mais si c'est trop intense, n'hésite pas à te faire accompagner. La méditation n'est pas un substitut à la thérapie. Je n'ai pas le temps. Vraiment ? Même une minute, souvent, ce n'est pas un problème de temps, mais de priorité. On trouve du temps pour ce qu'on valorise vraiment. Pose-toi la question honnêtement. Est-ce que tu crois vraiment que ça peut t'aider ? Si la réponse est non, peut-être que tu as besoin de plus d'informations sur les bénéfices, ou peut-être que ce n'est simplement pas le bon moment. Je ne sais pas si je fais bien. Si tu t'assieds avec l'intention de pratiquer, tu fais bien. Si ton esprit part et que tu reviens, tu fais bien. Il n'y a pas de méditation parfaite. Il n'y a que la pratique. Je veux te partager quelques choses avant de conclure. La méditation n'est pas une corvée à ajouter à ta liste de choses à faire. C'est un refuge, un retour à toi-même.
Dans un monde qui te tire constamment vers l'extérieur, la méditation est une invitation à revenir à l'intérieur. Dans un monde de bruit constant, elle est un espace de silence. Dans un monde de faire permanent, elle est un moment d'être. Au début, ça peut ressembler à une lutte. Ton esprit résiste, ton corps résiste, tes habitudes résistent. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu commences à apprécier ce moment, à le désirer, à le protéger. Tu découvres qu'il y a en toi un espace de paix qui ne dépend pas des circonstances, que le silence est toujours là, sous le bruit, que la présence est toujours accessible, sous l'agitation, et progressivement, cette découverte infuse le reste de ta vie. Tu deviens plus patient, plus présent, plus capable de répondre plutôt que de réagir. Tu souffres moins de tes pensées parce que tu les prends moins au sérieux. Tu te connais mieux parce que tu passes du temps avec toi-même. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Comme n'importe quelle compétence, et comme n'importe quelle compétence, elle se développe avec la pratique régulière. Si tu penses que tu n'arrives pas à méditer, je veux te dire quelque chose. Tu n'as pas échoué. Tu as été mal informé. On t'a vendu une image impossible. L'esprit vide, la paix instantanée, la posture parfaite, la vraie méditation est plus simple et plus accessible. C'est s'asseoir avec ce qui est là, même le chaos. C'est remarquer quand l'esprit s'échappe et revenir, sans jugement. C'est faire ça encore et encore. Pas parfaitement, juste régulièrement. Tu peux te le faire, pas parce que tu es spécial, mais parce que tout le monde peut le faire. L'esprit le plus agité peut apprendre à observer son agitation. La personne la plus occupée peut trouver une minute. Le débutant le plus sceptique peut essayer et voir par lui-même. La seule question est la suivante. Es-tu prêt à laisser tomber l'image de ce que la méditation devrait être et à rencontrer ce qu'elle est vraiment? Si oui, assieds-toi, ferme les yeux, prends 3 respirations et commence. Dans la prochaine enquête, on explorera quelque chose de profondément personnel, les 4 types de silence et leur pouvoir caché, une exploration qui rejoint l'essence même de cette chaîne. Si cette enquête t'a donné envie d'essayer autrement, un pouce bleu aide ces réflexions à atteindre ceux qui ont peut-être abandonné trop tôt. Et si tu veux poursuivre l'exploration, le journal de l'enquêteur intérieur t'attend dans la description. Un espace pour ta propre pratique, tes propres découvertes. On se retrouve dans le silence.